Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Je me souviens avoir regardé Cendrillon quand j'étais petite et avoir admiré la belle fille subjuguée. Avec l'aide d'un peu de magie et de superbes chaussures, je rêvais de porter une robe de bal et de rencontrer mon prince charmant. Il serait beau, romantique et bien sûr, naturellement charmant. Toute ma vie, j'ai cru aux contes de fées. Lorsque j'ai cessé de regarder les films de princesses, je me suis tournée vers les comédies romantiques. Je regardais chaque actrice principale trouver son bonheur. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait. Un homme et le grand amour. Ils se fiançaient ou se mariaient peu de temps après le baiser à l'écran. C'était la fin parfaite d'une histoire d'amour parfaite. Pourtant, ce sont ces rêves qui ont transformé ma vingtaine en cauchemar. Alors que je n'avais que 21 ans, j'ai rencontré un grand et beau garçon qui en avait 22. Il venait d'une famille riche. Dans ma tête, c'était le scénario rêvé pour un film de princesse. De plus, la façon dont nous nous sommes rencontrés était vraiment magique. J'étais avec une amie à un événement caritatif de Noël. Chris était bien sûr l'un des donateurs pour le compte de son père, extrêmement riche. Dès que je suis entrée dans la salle, nos regards se sont croisés. Il s'est approché de moi et à ce moment-là, je jure que j'ai vu un feu d'artifice en arrière-plan. Chris a décidé de m'aider à décorer le sapin. Nous avons discuté un peu et échangé nos numéros. Nous avons commencé à sortir ensemble et tout était rose. Jusqu'à ce que mes attentes de conte de fées me heurtent de plein fouet. Chris s'est avéré être un homme normal, trop normal. Il joue aux jeux vidéo et ignore tout. Il n'a pas l'air d'aimer beaucoup les textos et il regardait d'autres filles alors que je me trouvais juste à côté de lui. Chris n'était absolument pas mon prince charmant. En fait, c'est grâce à lui que je sais maintenant qu'il n'y a pas de prince ou de chevaux blancs dans le monde réel. Ce n'est que maintenant que je commence à comprendre que ces films vendent des mensonges. J'ai passé 22 ans à attendre l'amour au premier regard. Et honnêtement, je pourrais attendre encore 50 ans et j'aurais toujours besoin de lunettes pour le trouver. Même le prince William n'entre pas dans le moule de Disney, et c'est un prince dans la vraie vie. L'homme dépeint dans chaque film de princesse n'est qu'un personnage créé pour renforcer les rôles de genre de la société. Il ne saurait exister. Plus tôt nous en prendrons conscience, plus nous serons heureux. Les stéréotypes de l'amour véhiculés par les médias créent des attentes impossibles à satisfaire. Elles présentent une vision de ce à quoi l'amour est supposé ressembler. Il est en présumé chevaleresque, romantique et passionné. L'homme fort et convenable est destiné à sauver les demoiselles en détresse. Un cheval blanc est censé assurer une fin heureuse, digne d'un livre de contes. Malheureusement, ce type d'amour n'existe que dans les livres. En passant toute notre vie à attendre un homme parfait, nous passons à côté d'un homme qui possède la plus grande des qualités, l'imperfection. Je gâche constamment mon propre bonheur avec les normes impossibles que je crée. Je me surprends à espérer que tout soit parfait chez lui. Il fera ce qu'il faut et parlera comme il faut. Je dois cesser de comparer chaque homme que je rencontre à une version idéalisée. En fin de compte, les hommes font ce qu'ils veulent. C'est moi qui dois changer. Même si ce défaut me vient des représentations médiatiques de l'amour, je dois apprendre à le surmonter. Je dois réapprendre à mon cerveau à être plus ouvert et à accepter les défauts des autres. J'en ai vraiment assez que tout le monde ne réponde pas à mes attentes impossibles. Le jour où je commencerai à accepter les gens pour toutes leurs imperfections sera un jour de libération. Je me libérerai de toutes les déceptions, de tous les espoirs brisés. Cela dit, Disney ne m'a pas complètement déçue. Si j'ai appris quelque chose au fil des ans, c'est qu'il faut toujours tomber sous le charme de la bête. Si vous parvenez à apprendre à regarder au-delà de toutes ces imperfections sauvages, il finira par se transformer
en sa propre version d'un prince. Émilie et moi sommes devenus meilleures amies au cours de la première année de lycée. Nous sommes liés par notre amour du théâtre. Nous fréquentions les mêmes groupes et suivions les mêmes cours. Il semblait si facile d'être meilleure amie. Les choses se sont compliquées lorsqu'il a fallu passer à l'université. Nous n'allions pas dans la même université, mais nous étions toujours très proches en tant qu'amis. Nous envoyions beaucoup de messages sur ce qui se passait dans nos vies et lorsque j'avais besoin d'un conseil, elle était la première personne à qui je parlais. J'ai eu du mal à faire la transition entre le lycée et l'université, où tout semblait si facile. L'université était un endroit complètement différent pour moi, et c'est à elle que j'en parlais. En première année, je la voyais tous les 2 mois. Elle était suffisamment proche pour que nous puissions essayer de trouver le temps de passer du temps ensemble. Je n'avais pas beaucoup d'amis, il était donc plus facile de lui laisser mon temps libre. Cela ne me dérangeait pas, c'était ma meilleure amie. La 2e année a été la même chose. Mais j'avais mis de l'ordre dans ma vie. Je ne me débattais pas dans mes cours, mais ma vie sociale était toujours la même. Je n'avais que peu d'amis avec lesquels je traînais, et cela ne me dérangeait pas parce que je l'avais, elle. Nous nous parlions et nous nous envoyions des messages à propos de tout, et je lui faisais part de tous mes soucis et de toutes mes frustrations. Sans elle, je n'aurais pas survécu à ces 2 premières années. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé l'été dernier, avant la première année, mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de sortir de ma coquille et de profiter de mes années d'université. Au début de ma première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes avec lesquelles j'ai vraiment apprécié d'être en contact. Ils vivaient dans les dortoirs, dans le même couloir que moi, alors il était facile de passer du temps avec eux, même si c'était jusqu'à 2 heures du matin et que nous avions des cours tôt le lendemain matin. Je leur consacrais plus de temps et je ne me rendais même pas compte que j'avais mis ma relation avec ma meilleure amie entre parenthèses. Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai essayé de lui parler et qu'elle ne m'a pas répondu. J'ai appris plus tard par ma sœur, qui était également très amie avec elle, qu'elles avaient parlé du fait que je l'ignorais. Elle m'envoyait des messages et je ne répondais pas. Elle essayait de me parler et j'étais trop occupée. Je ne me souvenais pas avoir fait tout cela. Je pensais que j'étais assez constante et que je répondais toujours. Je m'étais attachée à mes nouveaux amis. Ils faisaient désormais partie de ma vie quotidienne et je l'avais inconsciemment remplacé. Les 2 derniers mois de notre amitié, j'avais essayé de lui parler et d'arranger les choses, mais en vain. C'était la fin du semestre. Nous étions toutes les 2 stressées par les examens et les problèmes familiaux et nous ne pouvions pas vraiment parler. Nous avons finalement parlé pendant les vacances d'hiver. Je n'avais aucune excuse pour ce que j'avais fait et lorsqu'elle m'a appelée, je lui ai dit que je ne voulais jamais la perdre. Notre amitié a pris fin ce jour-là. Je me suis assise dans ma chambre et j'ai pleuré pendant un moment pensant à la personne formidable que j'avais perdue. Je me sentais coupable de ce que j'avais fait. J'étais passée à autre chose sans jamais le lui dire et c'est là que j'ai fait une erreur. Plus tard dans la nuit, j'ai pris la décision de ne plus prendre mes amitiés à la légère, même si elles étaient à distance. Elle était une partie très importante de ma vie et je regrette de l'avoir laissée partir. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de lui dire à quel point elle était importante pour moi. Elle a tant fait pour moi, même s'il s'agissait d'un simple message pour savoir comment j'allais. Je garde l'espoir qu'un jour nous pourrons redevenir amis. Mais ce n'est pas tout. Émilie écoutait un groupe de filles et au lieu d'essayer de me ramener à la raison, elle a laissé quelqu'un me la voler. J'étais tellement prête à essayer d'arranger les choses, jusqu'à ce que j'entende sa version de l'histoire. Je tiens à lui dire un grand merci. Eh oui, j'ai été aigrie, très aigrie, quand j'ai découvert la vraie raison pour laquelle ma meilleure amie ne me parlait plus autant. J'étais en colère contre elle et je l'ai blâmée pour tout. Je l'ai blâmée pour les moments perdus avec elle, pour les souvenirs, et je regrettais tout. De l'argent à l'empreinte de vêtements, en passant par des choses simples comme aider à la maison, parce que tout cela n'était rien d'autre que du temps perdu.
Je t'en veux, Émilie. Je veux qu'elle revienne. Je veux que ma meilleure amie revienne dans ma vie et qu'elle fasse des choses avec moi, comme des rollettings, des voyages, des doubles rendez-vous, du shopping ensemble, des choses que les meilleures amies normales font. Mais je n'ai pas pu parce qu'Émilie a choisi d'être avec d'autres amis. Je n'ai pas besoin d'elle. Elle a choisi de me quitter. Elle a choisi de ne plus être mon amie après que cette autre fille ait décidé de parler et de raconter des petits mensonges. Émilie a mis fin à notre amitié. L'autre fille n'y a joué qu'un rôle. Mais Émilie l'a accueillie et je dois la remercier pour cela. C'est cruel de faire cela à un être humain. Les êtres humains doivent se sentir désirés, ce qui n'est pas le cas. Quant à la fille qui m'a volé ma meilleure amie, assure-toi d'être là pour elle lorsqu'elle et son petit ami traversent une période difficile. Assure-toi d'être là pour lui parler lorsqu'elle a des doutes sur l'université ou que sa famille la harcèle. Assure-toi d'être là pour ses séances de rollicking, ses virées shopping ou tout simplement ses soirées cinéma. Prends-la dans tes bras lorsqu'elle pleure devant La Belle et la Bête. Sois la meilleure personne possible pour elle. Je sais qu'elle en a besoin plus que jamais, parce que c'est ce qu'elle mérite. Je ne pense vraiment pas que je m'en remettrai un jour. Elle m'a quittée pour une raison stupide, pour quelque chose que tu as causé. Mais ce n'est pas grave, on vit et on apprend. Quelqu'un a dit un jour, certaines personnes nous quittent, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est la fin de leur rôle dans ton histoire. Je chérirai toujours notre amitié. Même si les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Votre meilleure amie l'est pour une raison. Et cela ne devrait pas se terminer de la même manière que pour moi. Souvenez-vous de tous les moments que vous avez vécus. Parce qu'un jour, vous ne serez peut-être plus les mêmes ou vous passerez à autre chose. Je m'appelle Laura. Et enfant, j'avais besoin d'un amour inconditionnel. Mais au lieu de câlins et de sorties en famille, mes souvenirs les plus marquants sont ceux de querelles amères. Ma mère n'a jamais voulu d'enfant, dit-elle. Elle m'a dit que la seule raison pour laquelle elle ne s'est pas fait avorter est qu'elle a découvert la grossesse trop tard. Mon père est parti quand j'étais très jeune, ce qui a rendu ma mère très rancunière. Elle devait rester et être la mère responsable, ce qu'elle détestait. Un jour, mes grands-parents m'ont emmenée avec eux, et je me souviens avoir pensé « Voilà ce que devrait être une vraie famille ». La relation s'est complètement dissoute lorsque j'étais adolescente. Le premier amour de maman a toujours été les hommes, et quand j'avais 15 ans, elle a déménagé en Afrique pour un petit ami sans me le dire. C'est quelque chose que je n'ai pas pu pardonner, d'autant plus qu'il n'y a jamais eu d'explication ou d'excuse. Elle m'a contactée depuis, mais toujours pour me demander de l'argent. C'est pourquoi j'ai pris la décision de couper les ponts avec elle. Je mets le comportement de ma mère sur le compte d'une éducation horrible, mais elle ne peut pas trouver les mêmes excuses pour son père. Mon père a eu une enfance charmante, mais il n'a aucune émotion ou empathie pour qui que ce soit. Cela fait 7 ans que nous ne nous parlons plus. Bien qu'elle soit proche des parents de son père et qu'il l'ait encouragée à réparer leur relation, elle n'en a tiré que de la souffrance. Après avoir quitté ma mère, il a fondé une nouvelle famille. J'ai eu beaucoup de mal à le supporter, alors qu'il avait fait si peu d'efforts avec moi. Les problèmes que j'ai eus avec ma mère et mon père ont gravement affecté ma santé mentale tout au long de ma vie. Aujourd'hui, je vois régulièrement un thérapeute qui m'aide